Ok. Allô? Allô? Oui, on attend. Attends, j'arrête de l'enregistrement une petite. Ok, bienvenue à la troisième partie de la troisième édition de Détente Foot. On était avec Mustapha qui allait prendre la parole pour savoir ses pronostics Pronostic. exactement, quant à l'Euro 2021, ce dont il voyait pour le dernier carré et probablement le prochain vainqueur de l'édition 2021. Mustapha? Moi, le dernier carré, je verrais bien la Belgique, Mhm, la France, mhm. dans cette mesure, la France, l'Espagne, et je vais rajouter un peu l'Angleterre. L'Angleterre, je trouve qu'ils souffrent un peu, pas mal, beaucoup de leurs joueurs sont un peu en méforme en ce moment. Ils sont pas au top de leur forme, on va dire, surtout au niveau de l'attaque. Je sais pas si Jamie Vardy peut être suffisant pour Mais il y a quand gagner un même, n'oublie euro. pas qu'il y a un Jason Sancho et tout, donc ça peut faire l'affaire. Ouais, Sterling. Sterling, exactement. ouais, mais bon, ça se peut. Mais je vais pas quand même parier sur eux, sur l'Angleterre. Je verrais plus les Pays-Bas. Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé. Pays-Bas, tu vois, les Pays-Bas, l'autre du dernier carré. Ouais. Moi, sérieusement, je ne les mettrais pas dans ma liste, hein. Mais bon, ok. Wijnaldum. Bon, c'est vrai que De Jong, c'est un peu Parce en que forme certes, aussi. on va dire quoi, ils ont de gros noms, mais est-ce que collectivement, ça fait l'affaire? Parce que je sais pas je pense qu'ils ont quand même peut-être eu du mal je sais pas s'ils sont même premiers de leur groupe, ça, je sais pas trop. Vous avez une Je n'ai pas idée? suivi, mais ça se Je sais peut. pas Ça se si je vais. peut. Bon, Et le vainqueur, sincèrement, pour moi, je vois la Belgique. ok. Là, maintenant, on va prendre la parole. Moustapha, tu vas garder la parole. Maintenant, on va parler pour la CAN 2020. Toujours sur la même question. Sincèrement, pour moi, en parlant de la CAN, c'est la compétition là où je suis le moins objectif possible. Parce que C'est le cœur à qui chaque fois, parle. si tu vas me demander, ouais, pronostic. Et en fait, c'est parce que je vais tout le temps mettre le Cameroun, en fait, parce que le Cameroun, c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est une équipe qui est capable de tout. Et en Afrique, n'est-ce pas, je ne vois pas quelle autre équipe, en fait. Ça se peut qu'il y a un Nigeria qui vient éliminer le Cameroun. Il y a des équipes là où ils ne s'entendaient pas, mais si je prends une affiche d'avance du Cameroun contre n'importe quelle équipe, je ne vois pas contre quelle équipe le Cameroun peut perdre. C'est comme ça, ça c'est ma philosophie. Ça peut arriver qu'il pète, n'est-ce pas? Mhm. Mais si le match, si le papier, dans ce champ de mal fait un pronostic, pour moi, il est difficile de parier sur une défaite du Cameroun face à n'importe quelle équipe. Africaine. Face à n'importe quelle équipe africaine. C'est ça qui est dans les pronostics. En plus, la CAN se joue chez nous. Là. C'est un peu ça. Aussi, effectivement. Aussi. Faut dire qu'ils Belgique, sont je quand même vois. plus ou moins imbattables à domicile. Oh, exactement. Donc, je fais encore pronostic, sincèrement, je verrai le Cameroun. Dans le dernier carré, je vais toujours mettre les mêmes parce que c'est un peu dommage aussi qu'en Afrique, d'autres petits pays n'émergent jamais. Il y a juste le Maroc qui vient juste d'émerger aussi. C'est tout le temps presque les mêmes tout le temps qui arrivent tout le temps au dernier carré. L'Égypte, Égypte, le effectivement. Nigeria, Sénégal, ben, l'Algérie, ouais, aussi. De temps en temps, la Côte d'Ivoire. De temps en temps, la Côte d'Ivoire, comme tu as dit, ouais, exactement. Ok. Et Ghana. Adrien, toujours sur la même question. Euh, Moi, bon, je vais rester sur les statistiques. En fait, dernièrement, on n'a pas vu de pays organisateur qui a gagné la CAN. Il me Mhm. semble que ça fait un moment, si je ne dis pas de bêtises, que c'est arrivé. Donc, pour cette raison, je ne vais pas mettre le Cameroun vainqueur. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de Mhm. raison qu'il ne soit pas dans le dernier carré avec Oui. le Parce public. qu'il faut quand même se dire, c'est eux les gagnants de la compétition passée, j'ai envie de dire, l'édition passée. C'est la Non, non, Le non, Sénégal, je veux dire de l'édition c'est sur passée, en fait. ouais, Ouais, exactement. exactement, exactement. C'est vrai que tu sais, ils sont capables, tu sais, ils ont quand même une bonne équipe là. Faudra certainement pas les négliger. C'est pour ça, moi, c'est sûr qu'ils sont dans le dernier carré d'office. Peut-être même en finale, qui sait. Hein, sincèrement, je sais pas, mais je C'est vois juste des quand même pronostics, on va dire. Mhm. Sénégal assez fort avec Mhm. leur effectif, en tout cas sur le papier, quand même assez bon là. Des Koulibaly, des Mané, des Gana Gueye aussi qui Mhm. est au PSG.
Le gars de Watford, là, j'ai pas le nom, Ismail Assar, Ismaël Sarr, ouais, exactement. que je trouve quand même bon. Tu as le champion à titre Algérie, je pense qu'il sera aussi dans le dernier carré avec Sénégal et Cameroun. Puis en quatrième, comme Mustapha a dit, ça peut être un Ghana, un Nigeria, un Maroc. C'est difficile de pronostiquer, mais Si tu as même lancé, est-ce que tu ne vois pas la Côte d'Ivoire? Parce que si on prend sur l'effectif, ils ont de très bons joueurs. Nicolas Pepe, Wilfried Zaha et tout. Et moi, je trouve que ouais, mais c'est en attaque, ça. Après, je sais pas, dans les autres postes. Franck Kessié, j'oublie celui du milieu qui joue maintenant à Galatasaray là. Tu vois, et en fait, moi je trouve qu'ils ont de bons joueurs sur le papier quand même. Mais Ça me après, paraît plus léger que les autres, mais ça se peut très bien que ça donne bien à la canne, effectivement. Mais je verrais, si je devais parier, mettre une pièce, je la mettrais, sur le Maroc, par exemple. sur le Maroc, Ouais. sur le Maroc comme gagnant de Non, non, l'édition. non, 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 Ok, non. ok, 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 ok. Non, demi-finaliste, genre. Ok, 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 ok. Gagnant, moi, je verrais le Sénégal, je pense. Sénégal, ok. D'autant que ils ont failli remporter. Ils ont failli Mais c'était remporter l'édition passée. finaliste, je Ils étaient pense. finalistes, Le ouais. finaliste, ouais, contre Mais l'Algérie. je pense finale Sénégal-Cameroun ou quelque chose comme ça. Là. Je vois bien quelque chose comme ça. Ok, good. Là, on va passer au prochain sujet. Foot africain a qu'à une participation en finale de Coupe du Monde. Et si quand je peux dire ça comme ça, certaines personnes peuvent se mettre à rigoler parce que ça fait quoi? Depuis que Coupe du Monde est Coupe du Monde, une équipe africaine n'a jamais participé à une finale de Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Même Bon, demi-finale. ouais, c'est ça, Ouais. effectivement. Déjà que j'ai mis la barre trop haute, mais vous allez comprendre pourquoi. Euh, Depuis 2010, date à laquelle la dernière équipe africaine échoue en quart de finale de Coupe du Monde, on a encore en tête la main de Suarez. Mais bon, Ouais, ça fait mal, mais bon. ça Comment, fait mal. la question est la suivante, comment est-ce qu'on peut justifier ça selon vous? D'autant que l'Afrique a eu à posséder énormément de talent. Drogba, Eto'o, tous ces joueurs qu'on connaît là, mais traverser une quart de finale, jamais, jamais, jamais. Pour voir comment est-ce qu'on peut expliquer ça. C'est dû à quoi? Est-ce que j'ai envie de dire, pour vous aider un peu, peut-être on n'investit pas un peu, on n'investit pas assez sur la formation des jeunes footballeurs en Afrique. On n'a peut-être pas notre propre style de jeu dans chaque équipe. C'est ça. Pourquoi c'est dû à quoi? Est-ce que c'est à cause des entraîneurs? Il n'y a pas assez d'entraîneurs locaux, ça va chaque fois chercher des entraîneurs expatriés et tout. C'est pas ça, c'est pas dû à ça. Adrien, tu peux prendre la parole. Moi, je vais commencer par le sujet de la formation. Je vais rappeler certains faits d'abord. Ah, Ok. oui, écoute. Coupe du Monde U17. Mhm, Le premier pays avec le record de victoires. 5 victoires, 3 finales. mhm, Nigeria. Ghana, 2 victoires, 2 finales. mhm, Mali, 1 finale. mhm, Coupe du Monde U20. mhm, Ghana, 1 victoire, 2 finales. Nigeria, 2 finales. mhm. Jeux olympiques, bon, on va me dire que ce n'est pas les jeunes, mais normalement, tu as un maximum de 3 joueurs au-dessus de 23 ans, je pense. Oui, Nigeria, 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent, 1 médaille de bronze. Cameroun, 1 médaille d'or. Ghana, 1 médaille de bronze. oui, super. Okay. Mhm. On Maintenant voit qu'on que entre chez les pros, continuons. on va s'arrêter là. Hein. Ouais. Non, mais c'est juste pour dire que les jeunes équipes africaines sont capables de performer au plus haut niveau Mhm. international. Exactement. Ça, Mais c'est la maintenant, preuve. exactement. Là, on va analyser. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans le monde pro? Qu'est-ce qui se passe? J'y viens, j'y Ok, viens. good. Super. Allons-y. Donc, chez les jeunes, il y a un excellent palmarès, on ne va pas se mentir. Mhm, La transition, je pense, le problème principal, un des problèmes que j'ai identifié, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs chez les jeunes, ils jouent avec la sélection africaine. mhm, Et lorsqu'on voit qu'ils sont très bons, il y en a qui transitent vers par exemple, s'ils sont nés, je ne sais pas, en Espagne ou mhm. quelque part, ils vont jouer avec la sélection espagnole ou avec la sélection française, par exemple. Et à l'inverse, les joueurs qui jouent en équipe de France espoir ou en équipe d'Espagne espoir, mais qui ne sont pas assez bons pour aller jouer en équipe d'Espagne ou en équipe de France, bah, ils vont jouer dans la sélection africaine. Donc, il y a un transfert de joueurs qui se fait, Mhm.
qui fait que les meilleurs continuent pas forcément à jouer dans les sélections africaines. Ça, c'est un des phénomènes que j'ai remarqué, Good. premièrement. Puis Mhm. deuxièmement, aussi, ça n'a pas rapport avec les jeunes, mais ça a rapport aussi avec comment on met les sélections africaines, dans quelles conditions est-ce qu'elles vont dans les compétitions. On a tous les histoires en tête de grève parce que Exactement. les Les primes prix ne n'est sont pas payés, versées, exactement. des hôtels qui sont Payés. insalubres, des voyages dans des avions qui ne sont même pas dans des bonnes conditions. Franchement, ils ne sont pas aidés, les joueurs. On ne va pas se mentir là. Je ne sais pas si ça s'améliore ou pas, là, mais Mhm. on a des souvenirs où, franchement, on ne va pas se mentir, c'était un peu la honte parfois, là. Des sélections qui n'ont pas bien fait leur travail. Et ça, sincèrement, si les joueurs ne sont pas mis dans les bonnes conditions pour performer dans une compétition, déjà, on part avec un énorme désavantage parce que les autres pays, eux, ils investissent ce qu'il faut pour être sûr que les joueurs soient vraiment bien. Là. On prend soin d'eux, etc. Puis un dernier facteur, bon, ça, c'est moi qui pense là, mais il n'y a pas de temps. J'ai remarqué que, tu sais, par exemple, l'Argentine à la Coupe du Monde 2018, ils remplissaient la moitié du stade. Mhm. Les sélections africaines, il n'y aura jamais ça. Il n'y aura jamais autant de possibilités pour les gens d'Afrique de voyager, d'aller à l'étranger loin parce que c'est extrêmement cher pour aller soutenir une équipe. Et il n'y a parfois pas forcément suffisamment de locaux pour faire un soutien qui soit conséquent pour rivaliser avec l'équipe adverse. Et c'est très difficile pour une équipe de jouer tout le temps à l'extérieur. À l'extérieur, façon de parler, parce qu'ils jouent à l'extérieur de toute façon, mais de ne pas avoir le stade avec eux. Je pense que ça aussi, ça joue de ne pas avoir ce sentiment de Son soutien. public, exactement. C'est Ce ça qui lors est d'une exactement. compétition. Puis, ouais, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais Ok, laisser la parole à Mustapha. Mustafa. Je pense que Cavano a bien dit, sincèrement, je suis vraiment son point de vue sur tous ces points-là. Je vais rajouter aussi quand même l'absence d'identité de jeu aussi. Parce que si tu regardes, tu as bien fait de souligner les équipes jeunes qui performent mieux qui performent souvent. Mais lorsqu'on regarde les équipes africaines maintenant, regardons dans chaque équipe africaine, combien parmi ces joueurs-là proviennent par exemple d'une équipe jeune? Ils J'ai ont pas joué par la. exemple des compétitions juniors. Il y en a presque peu. Par exemple, quand tu vois dans d'autres pays, la plupart proviennent de ces compétitions juniors-là avant d'émerger. Nous, on dirait qu'il y a une absence de transition entre l'équipe jeune et l'équipe nationale. Mhm. Et c'est un peu compliqué aussi, c'est parce que nous, en Afrique, généralement, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe nationale? C'est vrai que tous les jeux, n'est-ce pas, toute notre équipe jeune, ceux qui forment souvent l'identité en fait de notre jeu, ils ne s'en vont pas tous souvent dans des grands clubs. Des fois, ce sont des joueurs qui jouent dans des championnats un peu amateurs aussi, dans des championnats amateurs locaux. Or, la plupart des équipes africaines, pour former leur équipe nationale, ils partent puger directement dans des grands championnats. Ils partent prendre un joueur qui joue dans tel championnat, tel championnat, tel championnat. Ça fait un peu des joueurs qui ont beaucoup de joueurs qui ont des identités de jeu hyper différentes, qui ont des façons de voir le foot complètement différentes. C'est souvent difficile de les faire jouer ensemble. Et surtout, en sélection nationale, vous n'avez pas assez de matchs pour essayer de former une cohésion, souvent. Pas comme en club. Si je regarde les Pays-Bas, quand même, je pense quand même que la plupart, bon, c'est pas juste les Pays-Bas, l'Espagne, l'Angleterre, la plupart quand même jouent quand même déjà dans le championnat anglais. En Espagne, joue quand même. Donc, ils ont déjà cette identité de jeu qui est en place là. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui peuvent facilement se comprendre. Mais ailleurs, en Afrique, c'est un peu souvent compliqué. C'est vrai qu'il y a des équipes comme l'Égypte. Bon, on va dire l'Égypte, ça va quand même. L'Égypte, quand même, je trouve que leur championnat local est quand même assez développé. Je pense qu'ils sont un peu mieux dans l'organisation que les autres pays. Mais même jusque-là, ils ne performent pas vraiment à l'étranger. Donc, c'est là où je peux un peu revenir avec l'argument du public aussi. Le public, donc, ils ne jouent pas vraiment dans leur propre public. C'est ça qui fait un peu souvent la différence par rapport aux autres. Ok. Adrien, toujours sur le même sujet. Tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est pas mal ça aussi, j'allais mentionner. Comme Mustapha a dit là, le problème aussi de ne pas sélectionner les joueurs dans le championnat local. Puis aussi la CAF, la Fédération africaine, je trouve, c'est un peu un désaveu de créer le championnat d'Afrique des Nations, le Tchad, là, vous Mhm. savez, avec juste des joueurs locaux,
en parallèle de la CAN, c'est vraiment comme discriminer les joueurs locaux et dire ben, on va vous créer votre propre championnat, on vous met à part, parce que de toute façon, vous ne jouerez jamais la CAN ni jamais la Coupe du Monde. Je trouve Exactement. que c'est un peu contre-productif de faire ça. Il faudrait plutôt encourager, je ne sais pas par quel moyen, là, je parle juste comme ça. De toute façon, ce n'est pas mon travail de faire ça, mais de trouver des solutions pour encourager les sélections à puiser dans le vivier national qui est bon, parce qu'il y a des bons joueurs qui jouent dans ces championnats-là. Il y a pas mal de joueurs qui sont recrutés en Europe, qui viennent de ces championnats et qui sont exceptionnels, qui performent très, très bien. Donc, sincèrement, je pense aussi qu'il y a là-dessus un travail à faire du côté de la CAF, là, d'encourager les sélections à puiser valoriser le jeu locaux. C'est ça, parce que c'est la richesse première. Bon, désolé de parler comme ça, mais c'est la matière première de l'équipe nationale. Ça doit venir du pays même, parce que, comme Mustapha l'a très justement dit, c'est là que vient l'identité du pays aussi. Plutôt que d'aller prendre un joueur qui a été formé à droite, à gauche, machin truc, tu les mets ensemble. Là, parfois, ils parlent pas le même langage. Ils parlent le même langage, je veux dire, mais footballistiquement, c'est pas la même identité. Donc, c'est ça. Ok. Là, on va embrayer ce deuxième sujet. Exactement, là, on a parlé de jeunes joueurs locaux qui n'étaient pas assez valorisés et tout. Et qu'est-ce qu'on va en dire pour les entraîneurs? Parce qu'il faut dire qu'il y a 80% des entraîneurs des pays africains qui sont des immigrés blancs, comme on sait tous. D'après vous, comment est-ce que ça s'explique? Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs locaux qui peuvent faire l'affaire? Ou bien c'est parce qu'on a encore le mythe du blanc, le blanc est plus fort que le noir? Ou bien comment est-ce que ça s'explique en fait? Est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons du fait que certains pays africains n'émergent pas? Que ce soit à la fois sur le plan national ou bien sur le plan international avec la Coupe du Monde et tout et tout. Sur le plan international, je vais dire CAN et tout, ou bien que ce soit aussi au niveau de la Coupe du Monde. Adrien, tu peux commencer. Bon, déjà, moi, je ne comprendrais jamais pourquoi on prend des entraîneurs étrangers, mais on ne prend pas des bons. Ouais. J'ai envie de dire qu'ils sont pas accessibles, quoi. Non, mais ouais, je sais, votre réponse, c'est la bonne, mais je veux dire, si je veux prendre un entraîneur, quitte à ce qu'il soit Le un meilleur entraîneur des moyen. meilleurs. Ouais. Oui, je préfère prendre le meilleur des entraîneurs locaux que de prendre le 3e choix ou 4e choix d'un entraîneur étranger. Moi, je pense que c'est mieux. Mais après, je pense que ça explique aussi, puis c'est pas pour cracher sur les entraîneurs, mais une sélection, il y a un esprit il y a l'esprit du pays derrière. Faut sentir, il y a la nation derrière. Avoir un entraîneur étranger, je pense que, et c'est pas contre lui, mais c'est qu'il ressent pas cette envie de surperformer, cette émotion de non, faut vraiment se donner à fond. Je sais pas s'ils arrivent à transcender leurs joueurs autant que pourrait le faire un entraîneur local. Après, c'est sûr que quelqu'un pourrait prendre un exemple d'un entraîneur local qui n'a pas fait des merveilles. Je pense à comment il s'appelait, l'entraîneur du Ghana là. Stéphane Keshi. Stéphane Keshi, c'est le Nigeria, si je me trompe pas. Oui, c'est le Nigeria. Moi, c'est. Excusez-moi, je sais pas le nom. Ok. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, oui, il y a des contre-exemples, mais je pense que c'est quand même une voie à explorer. Et encore une fois, je pense que c'est mieux de prendre, je sais pas moi, le meilleur entraîneur de ton championnat de première division et lui dire, OK, viens entraîner la sélection, on te donne les clés de la sélection, plutôt que de prendre un étranger que tu vas surpayer. Exactement. Ça sera pas bon. Genre je ne veux pas citer de nom parce qu'on ne sait jamais si ça peut se retourner contre moi, mais il y a certains entraîneurs, je suis désolé, qui sont consultants sur Canal+. Ça n'a rien à faire en sélection, ça. Enfin voilà, désolé, mais c'est mon avis. Ok. Mustapha? Je suis vraiment d'accord aussi. Et aussi, le danger avec le fait de prendre souvent un entraîneur étranger, c'est que cet entraîneur étranger-là, généralement, il n'est pas là pour durer. Il est là, il fait maximum 2 saisons, 1 saison. Et même s'il voulait faire exactement appliquer son style de jeu, c'est impossible dans ce petit peu de temps. Regardons les meilleures équipes qui performent souvent. La France, il y a Deschamps qui est là, ça fait un bon bout de temps qui est là. Et je pense qu'ils ont souvent changé parce que ça n'allait pas. Qu'ils ont trouvé quand même qu'il y avait un espoir, ils ont gardé Deschamps. En Espagne, ils ont longtemps gardé Del Bosque. En Allemagne, Joachim Löw est toujours là. Dans la plupart de ces pays-là,
Ce sont des entraîneurs qui sont toujours là. Hein. Eux aussi comprennent, comme je reviens encore sur mon problème, l'identité du jeu de l'équipe nationale. Ils sont des entraîneurs nationaux. Ici, tu vas prendre comme un consultant de Canal+. Non seulement il ne connaît pas vraiment la réalité africaine, c'est ça. Parce qu'il se dit qu'il va essayer d'appliquer un même style de jeu, par exemple espagnol, ici en Afrique, transformer un joueur qui est costaud en Xavi. Je pense normalement, ça ne marche pas. On peut jouer d'une certaine façon. On n'est pas obligé de copier en fait les autres. Je pense qu'il faudrait qu'en Afrique, on définisse notre propre style de jeu. Et c'est ça que ces entraîneurs-là, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec un style de jeu qui est déjà importé. Parce que normalement, ils étaient formés à l'étranger, ils ne sont pas formés au Cameroun. Ils ne sont pas formés dans les pays africains. Donc, ils ont une façon de penser, penser au foot qui est vraiment différente de la nôtre aussi. Et d'ailleurs, même dans toutes les équipes nationales, ils n'ont pas la même façon de penser par rapport au foot. Ils n'ont pas du tout la même façon. Chaque équipe a quand même son identité, a sa façon de jouer. C'est nous, en Afrique, ils essayent souvent d'imposer un style de jeu à la européenne, ce qui ne marche pas souvent. Bon, Effectivement. c'est ça le danger avec les... Là, on va passer. Deuxième question, toujours sur le même sujet. Ok, est-ce que selon vous, ça va être probablement ironique, est-ce que selon vous, vous voyez une équipe africaine pour les 2 prochaines éditions de Coupe du Monde arriver au moins en demi-finale? Et pourquoi, d'après vous? Sinon, vous avez un peu expliqué, parce que vous avez expliqué que seulement normalement, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça puisse arriver. Mais est-ce que selon vous, ce serait possible d'y arriver? Est-ce que vous voyez, comme je disais, une équipe africaine en demi-finale? Parce qu'il faut aussi me rappeler que, hormis sans la main de Suarez, le Ghana aurait pu y arriver. Mustapha, on commence par toi. Sincèrement, à chaque édition de Coupe du Monde, Mhm. moi, j'ai toujours comme pronostic qu'il y a au moins une équipe africaine qui va au moins arriver dans les quarts et demi. Mais à chaque fois, je me rends compte que je me trompe un peu. La dernière édition, je voyais par exemple un Algérie qui était quand même assez. Je disais que cette équipe pouvait aller loin. Et surtout, lorsqu'on regarde les matchs amicaux aussi, et peut-être c'est souvent une erreur. Ils Mhm. s'en sortent souvent très bien dans des matchs amicaux, mais arrivés en compétition, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, pour moi, à chaque édition de Coupe du Monde, moi, je me dis toujours, je ne sais pas si c'est par plus fanatisme ou bien c'est pas. Mais je pronostique tout le temps une équipe africaine qui va au minimum arriver en quart de finale, au moins ou en demi. Mais à chaque fois, je me rends compte, je me suis trompé. Mais le Ghana, ouais, quand même, c'était pas si pire. Adrien? Donc, sincèrement, même pour la prochaine, je vais toujours pronostiquer une équipe africaine qui va arriver. Je me dis peut-être l'Algérie encore. Je Mais suis est-ce pas que tu encore fais au pas ça pronostic. par choix de cœur, mais est-ce que logiquement, je te dis, est-ce que c'est possible? C'est ça que je veux savoir. Logiquement, est-ce que tu dis, est-ce que c'est possible? Et généralement, je me dis que c'est possible lorsque je vois des matchs amicaux avec souvent les équipes européennes, leur façon de jouer. C'est là que je me dis, par exemple, un Cameroun, je me souviens lors de la dernière Coupe du Monde que le Cameroun a participé, je pense que c'était celle de 2014. Brésil. 2014. 2014. C'est On a fait un match, 2014, non? ouais, Oui. exactement. On a fait un match amical avant contre l'Allemagne. Mhm. À partir de ce match, je me suis dit que le Cameroun est prêt. C'était contre l'Allemagne quand même. Mais je me rappelle, on On a avait fait fait un match nul là, stupide. c'est ça, non? On a fait match nul, mais en ayant 2 buts de Choupo-Moting. C'était un super match. On avait quand même très bien joué. Je me disais, mais si on fait ça contre l'Allemagne, on est capable. On est bien capable. En plus, On est sorti au moins de notre poule, en fait. Je pense qu'on n'est pas ouais, en tête de la tête. au moins sortir de notre poule, c'est ça. Au moins sortir de notre poule. Exactement. Parce que lorsque je Mais la regarde souvent. réalité nous a suivis, en fait. Vas-y, dis-moi. Exactement. Parce que lorsque je regarde souvent, c'est surtout au niveau des poules que ça ne passe pas souvent. Je pense que lorsque je vois des équipes de haut tableau africaines contre des équipes de haut tableau européennes, ça ne tombe pas souvent en catastrophe. C'est un manque de constance un peu au niveau du jeu, au moment du jeu. Généralement, dans des phases du jeu, bon, si on peut dire, généralement, la première mi-temps, c'est souvent très serré. Mais il suffit juste souvent une perte d'inattention, c'est souvent qu'il commence. C'est souvent sur des petites attentions que les équipes africaines perdent des buts. On peut penser aussi le Sénégal. Je ne sais pas si c'était le Sénégal lors de la dernière Coupe du Monde, qui avait de l'avance, qui s'est fait éliminer. Genre. Et pourtant, ils étaient deuxième de leur poule. Je ne sais pas si c'était le Sénégal. L'Argentine est finalement passée dans leur poule, je ne me souviens plus. Ah, c'est pas le Nigeria qui était à la poule de Ouais, l'Argentine? je pense que ça devait être le Nigeria.
ils avaient gagné leur premier match, fait nul leur deuxième match. Et le dernier match, ils ont fait une bête erreur défensive. Ça les a coûté la suite, directement. Donc, ils ont souvent ces petites. Et en plus, ce sont des petites erreurs d'inattention. Adrien? Euh, Moi, ben, tout ce qu'on a cité comme changement qui devrait être fait, je ne pense pas que ça se fasse du jour au lendemain. Donc, pour les 2 prochaines éditions, je ne pense pas que ça arrivera. Néanmoins, il faut aussi noter quelque chose. Bon, c'est un peu facile de dire ça, mais il y a juste 5 équipes africaines qualifiées à la Coupe du Monde. Il y en a je ne sais pas combien d'Européennes, puis je ne sais pas combien d'Amérique latine aussi. Donc, statistiquement, c'est aussi plus difficile pour une équipe africaine de le remporter parce qu'il y en a moins. Donc, déjà, ça aussi, c'est un désavantage. Bon, après, on Même s'entend asiatique, il y en a moins aussi, hein, mais ils sont déjà passés. Ouais, bon, on a vu, c'était en 2002, là. Le Japon, ouais. Ils avaient un arbitrage un peu bizarre, mais bref. Mais c'est vrai, tu as raison là-dessus. C'est pas une excuse, là, mais c'est aussi pour dire que ça n'aide pas, en gros. Puis, mais sincèrement, dans les 2 prochaines éditions, je ne pense pas. C'est un processus qui va prendre peut-être un peu plus de temps. Le temps que tout se régularise, se mette en place, qu'on mette des stratégies, comme Mustapha a parlé, de style de jeu en place, ça prend plusieurs années. Peut-être dans la prochaine décennie, on pourrait envisager une demi-finale, voire une finale d'après moi, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. Vous savez, sur un tournoi, tout est possible. Passer, hein, il suffit que Sadio Mané soit en feu, puis boum, allez, le Sénégal, ou je ne sais pas qui, et puis c'est parti. Hein. Sincèrement, en fait, c'est ça le plus bizarre, mais je ne comprends pas. Il faudrait qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les équipes sud-américaines réussissent, mais pas les équipes africaines? Et pourtant, je peux dire qu'on n'a pas une si grosse différence de réalité. On a presque la même réalité, en fait, de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'eux, ils performent mieux que nous dans ces compétitions? C'est un peu compliqué aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne question. Tu aurais une réponse? C'est difficile de répondre parce que en fait, j'ai pas vraiment de réponse. C'est une excellente question. Sincèrement, je ne sais pas. Okay. J'ai pas de Peut-être réponse. on en parlera au à la prochaine édition. Au prochain, ouais. C'est un très bon sujet de la part de Mustapha. Bon, on va terminer par le dernier sujet. Foot et business peuvent-ils faire bon ménage? Là, on va prendre plusieurs cas, celle peut-être de Monaco, du PSG. J'aurais voulu qu'on analyse celle de Leipzig, mais sérieusement, j'ai pas très bien compris. Je comprends pas encore très bien ce club. Parce que de toute façon, avec Salzbourg, ils sont plus tant propriétaires, tu vois. Ils sont juste un sponsor, mais avec Leipzig, ils sont vraiment propriétaires. Donc, c'est pour ça que ça m'a paru un peu difficile. Ok. Là, je vais poser la première question. Première question, elle sera pour Adrien. Oui. J'ai envie de dire, est-ce que le foot et le business peuvent faire bon ménage? Je reformule un peu la question, est-ce que le business ne tue pas la passion pour le foot? Dans le sens où un club de foot, c'est souvent une entreprise, et si elle se met trop dans cette optique-là, elle va privilégier plus l'aspect financier qu'au dépend du sportif. Et on a tout cet exemple de Monaco qui est en train de faire, qui là présentement, c'est un cuisant échec. Est-ce que c'est ça que je me demande? Ça dépend ce qu'on appelle business, puis c'est quoi l'utilisation Ouais. de l'argent qui est fait, en fait. Parce que Parce ça a que, réussi bien au Real, en fait, non? oui, exactement. Le Real, certes, Monaco n'a pas d'ambition, ils font juste du business, mais par exemple, Paris aussi fait du business, puis ils ont quand même Exactement. l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Franchement, ils ont ramené Zlatan, Neymar à Paris. Tu reviens 10 ans en arrière, qui aurait pu le croire? Donc, il y a moyen de faire des belles choses avec du foot et du business, mais il faut que ça soit faut que ce soit Des proportions intelligent, équilibrées puis qu'on ait quand même un désir sportif derrière, pas juste un désir de financières. Ouais. de vouloir juste vendre des joueurs. Quoi. Ok. Mustapha? Ouais, je rejoins un peu Kamano là-dessus. Et surtout, en plus, que
Surtout en plus que généralement, lorsque les mauvais résultats commencent à s'enchaîner, même le business ne va pas bien aussi, hein. Ce sont souvent des pertes de revenus aussi, souvent au niveau du sponsoring, au niveau des retours des compétitions, des primes de compétition, tout ça. Euh, Sincèrement, ça peut faire bon ménage tant que le projet sportif est toujours là. Si le projet sportif disparaît, je pense que c'est là où tout s'écroule souvent. Je peux dire aussi, tu as cité Monaco, PSG, Lyon, je peux rajouter Dortmund aussi. Dortmund fait beaucoup de business là, ils vendent presque tous les meilleurs joueurs souvent à des Mais c'est concurrents. ça, mais le problème c'est ça. Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question? Parce que tous les clubs, c'était là, ça fait quoi? Presque quoi? 4 5 ans n'ont pas remporté de championnat. Hormis Ouais. peut-être Monaco qui récemment a remporté le championnat. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que. Parce que dans toute compétition, on doit se dire, je vais le remporter, je vais remporter, j'ai envie de remporter la compétition en quelque sorte. Mais est-ce que c'est pas le fait de privilégier, en fait, c'est ça ma question, de privilégier un peu trop cet aspect business là qui fait en sorte que ces gars, quand je dis ces gars-là, ces équipes-là ne performent pas autant en championnat et sont probablement défavorisés, probablement aussi dû au fait qu'ils vendent énormément leurs meilleurs joueurs. Bien Oh, trop ouais, ouais, souvent. bah, là, ça dépend aussi de la façon dont tu parles de business. Parce que quand tu as mis le PSG, je pense pas que le ratio vente et achat du PSG est le même qu'ailleurs. Je pense que PSG, ils achètent plus qu'ils ne vendent aussi. Ils essaient souvent de garder les meilleurs joueurs. C'est sûr que dans le cas de Lyon et de Monaco, c'est plus dommageable pour le club de perdre à chaque fois leurs bons joueurs. Et c'est là où se situe en fait la limite entre le foot et le business pour moi. Mhm. Adrien, tout c'est même. Mhm. Non, je suis assez d'accord là-dessus. Puis notamment, en fait, c'est sûr qu'on va peut-être pas parler de, comme tu as dit, de Leipzig puis de Salzbourg, mais juste pour l'évoquer Mais tu peux rapidement, renchérir dessus si tu veux. Mhm. juste pour le mentionner rapidement, c'est eux aussi, c'est un projet qui est 100%, ben 100% business. C'est difficile à dire comme ça parce qu'on voit qu'ils performent quand même au côté sportif, mais dans leur idée, en fait, c'est vraiment une sorte de pyramide qui est au départ du Brésil. Ils ont un club au Brésil, ils ont un club, ils ont les New York Red Bulls là. Oui, Ils ont en un club au Amérique, oui. Ghana. Ils ont, en fait, c'est un réseau de recrutement pyramidal là, et j'ai pas vraiment d'autres termes pour s'en aller jusqu'à Salzbourg, puis après passer à Leipzig, puis après être revendu. En fait, c'est vraiment de la trading, mais on voit quand même que il y a une idée sportive derrière, dans le sens où bah, ça fonctionne en fait. Mhm. Je ne sais pas si ça fonctionne parce qu'ils veulent que ça fonctionne ou ça fonctionne parce qu'ils veulent vendre au plus offrant. Donc, de ce fait, ils veulent mettre les joueurs en valeur. Mais ça peut faire bon ménage, en fait. Mais il faut vraiment quand même, comme Mustapha l'a dit, que ce soit dans l'intérêt sportif avant tout, en fait. Ok. Euh, Deuxième question. Ok. Bon, là, je pose ma deuxième question. Est-ce que de nos jours, selon vous, un club peut réussir sans investissement conséquent? Je pense que j'ai un peu en tête le cas de Lyon qui a eu à remporter, si je ne me trompe pas, 7 championnats d'affilée, mais l'investissement il était pas aussi conséquent que maintenant. Est-ce que de nos jours, maintenant, vous voyez un club capable de réussir comme Lyon ou bien, je ne sais pas trop, mais peut-être comme City, Les testeurs, oui, les comme casteurs. Leicester, mais exactement, non, mais quand même sur la durée, quoi. Pas un Ouais. championnat et après on se retrouve au milieu de tableau sans investissement conséquent. Adrien? Je pense pas. Je pense que c'est devenu trop difficile Ouais. de durer sans argent. Ok. Ouais, non, Mustapha? pareil pour moi, je trouve que c'est presque impossible maintenant. Et d'où moi, je trouve qu'il faudrait un peu qu'on renforce un peu, on met un peu plus strict les règles du fair play financier, juste pour éviter ça un peu. Ok. Là, peut-être tu rachètes un peu, tu rejoins peut-être ma dernière question. Troisième, qui est la suivante. Êtes-vous pour ou contre une régulation du prix des transferts afin d'éviter des surenchères énormes à l'avenir? J'entends quoi par régularisation? C'est parce qu'on estime tous le prix d'un joueur, par exemple, on peut dire exactement, Mbappé aujourd'hui vaut 140 millions. Donc, si vous voulez l'acheter, on estime que votre marge, la marge de bénéfice maximum, peut-être c'est 100 millions. Donc, aucun joueur ne peut doit pouvoir l'acheter à plus de 240. Ça, c'est pour éviter les inflations du genre, OK, toi tu le veux, donne-moi 400 millions.
Et on sait pourtant que le joueur ne vaut pas ce prix-là. Et ensuite, là, on va monter ça va arriver à la sorte qu'on puisse acheter des joueurs à 700 millions. Bref, pour ou contre une régularisation du prix des transferts. Adrien, Contre. contre. Pourquoi? Parce que ça devient compliqué. En fait, bon, j'ai peut-être pas le temps de prendre un exemple, mais en tout cas, Non, c'est mais juste pour, vas-y, on a encore du temps. On a quand même 3 c'est minutes. juste pour dire que ça va créer des castes, en fait. Il y a des clubs qui pourront se permettre de surenchérir sur les 100 millions, par exemple, d'Mbappé. Mais il y a quoi qui empêcherait ces clubs-là de dire oh, attends, on va se faire un arrangement en lieu que je peux pas mettre le 100 millions, mais regarde ce que je vais faire, je vais te donner en échange tel joueur. Et comment est-ce qu'on peut estimer que tel joueur, ça vaille pas Mbappé, par exemple? Bon, En tout cas, mais je veux dire, peut-être sur le fait qu'on estime le. J'ai pas très bien compris ta question, mais peut-être sur le fait qu'on estime. Par exemple, attends, tu peux répéter ta question, s'il te plaît, j'ai pas vu très bien. en fait, c'est juste que je vois pas comment on peut définir déjà de un la valeur d'un joueur. Qu'on mette une Oui. fourchette de 100 millions, je trouve je comprendrais pas pourquoi. Puis de Mhm, deux, si par exemple un club veut proposer 50 millions plus à un autre joueur, mhm, comment on fait pour estimer la fourchette de 100 millions, combien ça vaut? Bah, par exemple, je te mets 99 millions plus Neymar pour Mbappé. mhm. Est-ce Ah, que, ok, enfin, je sais pas, mais il peut y avoir des choses bizarres, tu vois. ok. J'ai pas dépassé les 100 millions, j'ai juste rajouté un Neymar. Et si l'autre dit non, non, moi je te mets 99 millions plus, comment il s'appelle, Lewandowski, quelle offre est au-dessus, quelle offre est en dessous. Enfin, en tout cas, ça devient compliqué. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas réguler. Ok. Mustapha, rapidement, Pour moi, avant. sincèrement, non, peut-être pas limiter les transferts, mais moi, je voyais plutôt un autre style de limitation. Limiter le montant maximal de somme dépensée durant un transfert. Parce que je trouve que c'est un peu plus pénible de dépenser. Imaginons un club dépense 5 fois 40 millions sur un joueur. C'est très pénible pour les autres petits clubs. Par contre, si je vois la façon dont tu penses, limiter le prix des transferts, ça ne va pas empêcher que les joueurs vont tout le temps tourner dans des grandes équipes. Tu vois? Mais les petites équipes vont toujours être dépouillées. Donc, pour moi, le but, en fait, c'est d'éviter que ces équipes émergentes-là se fassent dépouiller. Y C'est pour ça a-t-il que une moi, idée? Ok, je mettrais plutôt une limite de dépenses par période de transfert pour chaque club, ok. dans ce sens-là. Pas Adri- forcément limiter le prix d'un transfert. ok. Adrien, tu as quelque chose à rajouter? Euh, je suis contre aussi cette proposition-là, mais on pourra peut-être en reparler au prochain débat là, sur le Exactement. fair play financier. Ouais. On s'en Ok. reparlera. Euh,